Le 5 mai 2004, au large de la côte est des États-Unis, des pêcheurs remontent une valise qui flotte entre les vagues. Elle est lourde, anormalement lourde. Évidemment, ils espèrent un trésor. Pourtant, ce qu'ils trouvent à l'intérieur va déclencher l'une des enquêtes les plus dérangeantes du pays. Parce que quand quelqu'un décide de transformer un corps en bagage cabine, c'est jamais un accident. Et le plus troublant dans cette histoire, c'est pas ce qu'il y avait dans les valises, c'est qui les avait fermées. Située sur la côte est des États-Unis, Chesapeake Bay est une immense étendue d'eau qui s'étend sur 300 km de long, entre le Maryland et la Virginie. D'ailleurs, pendant très longtemps, elle a permis de nourrir des générations entières de pêcheurs. Et puis, au sud de cette baie, se trouve une énorme structure qui regroupe un mélange de ponts et de tunnels reliant les deux côtes. Le 5 mai 2004, c'est précisément près de cette zone que se trouve un groupe de pêcheurs, quand l'un d'entre eux aperçoit un gros objet ressemblant à une valise en train de flotter entre les remous de l'eau. Effectivement, c'est une valise fermée qu'ils hissent sur le bateau. Fermée et extrêmement lourde. Avec l'expérience, je sais que rien de bon commence par une valise qui flotte. Tous les pêcheurs espèrent un peu secrètement avoir mis la main sur une sorte de trésor. Quelque chose d'excitant ou au moins une trouvaille intéressante. Ouais, sauf que ce que contient cette valise, c'est l'inverse de tout ça. Car à l'intérieur, il y a un grand sac en plastique noir dans lequel se trouvent des morceaux de corps humain, démembrés. Plus précisément, une paire de jambes. Et c'est exactement ce qu'indique l'un des pêcheurs à l'opérateur du 911. La police se rend au plus vite à Chesapeake Bay, sans la moindre autre indication que celle-ci. Parce qu'il faut bien le dire, les pauvres témoins n'ont pas tellement eu envie d'inspecter le contenu de la valise plus en détail. Les forces de l'ordre découvrent donc qu'il s'agit visiblement des jambes d'un homme, mais aussi et surtout que la mort de cette personne est très récente. Non seulement la chair ne dégage pas la moindre odeur de putréfaction, mais en plus de ça, il est clair que la nature n'a pas encore commencé son travail de décomposition. Le meurtre et le démembrement ont donc eu lieu il y a peu de temps. C'est une première information extrêmement importante pour dater le crime. Mais le problème, c'est aussi que c'est à peu près la seule. Eh oui, c'est assez difficile de déterminer l'identité d'un individu quand on ne dispose que de ses jambes. Et le dernier cas réussi a pris 20 ans. En l'absence d'indication, impossible de donner le moindre début de piste à ce mystère. En tout cas, une chose est sûre, une personne vient d'en découper une autre en petits morceaux. Et on a beau être aux États-Unis, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ce fait divers particulièrement macabre fait donc la une des informations locales. Et les riverains, sous le choc de la découverte, sont soudain terrifiés par cette menace invisible. En plus, les médias, les gardes-côtes et de nombreux agents des forces de l'ordre investissent très vite cet endroit, d'ordinaire si calme. Ce qui augmente encore plus le sentiment de peur qui hante maintenant les lieux. Le fait est que personne n'est en mesure de rassurer la population. S'agit-il d'un acte isolé ou de l'œuvre d'un tueur fou qui pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre d'ici quelques jours? Pour le savoir, il est crucial de trouver à qui appartiennent ces morceaux de corps. Et pour ça, la police d'État compte sur une seule chose, tomber sur d'autres valises qui pourraient contenir les restes du cadavre. On est sur un puzzle sans la photo sur la boîte. Eh bah oui, parce que les autres membres se trouvent forcément quelque part. Et il y a quand même une forte probabilité que le tueur se soit débarrassé de la tête, du tronc et des bras, de la même façon que pour les jambes. Un pari qui va très vite s'avérer gagnant. À peine 6 jours après la découverte de la première valise, un étudiant parti observer les oiseaux en trouve une seconde sur la plage du Fisherman Island National Wildlife Refuge, une petite île située non loin de la zone initiale. Ce deuxième bagage est plus grand que le premier, mais il est de la même marque et de la même couleur. Et vu sa localisation, ainsi que la très forte médiatisation de l'affaire, le jeune homme sait qu'il ne peut pas s'agir d'un hasard. D'ailleurs, pas besoin de l'ouvrir pour en avoir le cœur net. Parce qu'à la différence de la première valise, celle-ci dégage vraiment une odeur atroce. Aussitôt prévenus, les experts de la police médico-légale constatent qu'ils sont cette fois-ci devant la tête, le torse, ainsi que les bras de la victime. Enfin, il y a de grandes chances. Mais les recherches dans les bases de données des personnes disparues ne donnent rien. Après 6 jours passés à flotter sur l'eau avant de s'échouer sur la plage, ces restes ne sont pas en aussi bon état que les jambes, qui avaient été découvertes très vite après le démembrement. La tête est gonflée et déformée par le processus de décomposition. Malgré tout, la police estime qu'il est encore identifiable. Elle publie donc une reconstitution faciale du visage de la victime, en espérant que l'un de ses proches ou un membre de sa famille le reconnaisse et se manifeste. En attendant, le médecin légiste se charge de déterminer ce qui a pu causer la mort de cet homme.
Si on savait déjà qu'il ne s'était pas retrouvé démembré par accident, son rapport met tout de même en lumière un acte qui ressemble beaucoup à une exécution. Une balle dans la tête et 2 dans le thorax. C'est certain, quelqu'un voulait plus que tout que cette personne disparaisse de la surface de la Terre. Mais pour quelle raison ? Il est encore un peu trop tôt pour obtenir cette réponse. D'autant qu'il manque toujours le bassin et le haut des cuisses de l'inconnu, qui pourrait bien surgir quelque part dans la baie, flottant dans une 3e valise. Arrivée à ce point, l'affaire est largement relayée par les chaînes de télévision nationales. Elles tiennent tout le pays en haleine avec cette histoire de valise contenant des membres humains. Les locaux scrutent les flots, les berges et les ponts avec la hantise d'une nouvelle découverte morbide. Mais pour la police, le but est justement de pouvoir mettre la main sur d'autres indices et sur les restes manquants. Car pour le moment, l'enquête n'avance pas d'un pouce, sans mauvais jeu de mots. Ils en sont réduits à attendre, soit qu'un témoin appelle après avoir vu la reconstitution du visage, soit qu'une autre valise s'échoue quelque part. Heureusement, le 16 mai 2004, le téléphone sonne enfin. C'est un plaisancier du coin qui les contacte. Et devinez quoi ? Il est tombé sur un truc qui lui a pas plu du tout. Il était à bord de son bateau, à peu près au même endroit où ont été trouvées les jambes de la victime, quand il a aperçu la seule chose qu'il ne voulait certainement pas voir ce jour-là. Une 3e valise, ballottée par les vagues. Dans celle-ci se trouve le bassin et le haut des jambes de l'homme inconnu, dont le corps est maintenant au complet. Seulement, cette nouvelle découverte n'apporte pas les éléments nouveaux tant espérés par les enquêteurs, qui restent toujours au même stade de leur investigation. Sauf que 4 jours plus tard, le coup de fil qu'ils attendaient tant leur parvient finalement. Un homme du nom de John Rice affirme qu'il connaît celui dont le portrait robot a été diffusé dans les médias. Il s'agirait d'un certain Bill McGuire, un homme de 39 ans, marié et père de famille, dont la disparition va lever un paquet de soupçons. Au téléphone, John Rice peine à croire ce qu'il est lui-même en train de déclarer. Parce qu'au fond, il n'est pas si sûr que le corps démembré soit bien celui de Bill. En fait, c'est sa femme, Suzanne, qui a vu le portrait robot en premier. Et l'a alerté sur la ressemblance extrêmement frappante entre leur ami et l'inconnu de Chesapeake Bay. Mais au départ, John refuse d'y croire. Il se dit que les 2 hommes partagent bien quelques traits communs, mais qu'il est impossible que ce soit l'ami qu'il connaît depuis des années. Et puis, Bill, honnêtement, il le connaît trop bien. C'est le monsieur tout-le-monde qui s'épanouit auprès de sa famille, fait des projets pour le futur et profite de sa petite vie sans faire d'histoire. Par contre, Suzanne est persuadée que cet inconnu est bien le Bill McGuire qu'ils connaissent. Elle insiste tant et si bien qu'à la fin, John se met lui aussi à douter. Voilà comment il en vient à contacter les autorités, sans toutefois être catégorique. Peu après cet appel, une comparaison est réalisée entre les empreintes digitales de Bill, conservées dans une ancienne base de données, et celle du cadavre qui repose à la morgue. La réponse est sans appel. Il est bien l'inconnu de Chesapeake Bay. Environ 1 mois après la découverte de la première valise, la police effectue donc les démarches nécessaires afin de contacter ses proches pour les informer de la terrible nouvelle. Ils ont entre autres la lourde tâche de prendre contact avec sa femme, Melanie McGuire, qui est aussi la mère de leurs 2 petits garçons de 3 et 5 ans. Mais alors qu'ils pensaient naturellement que le couple vivait dans la région, ils découvrent qu'en fait, il vient d'un état voisin. Ils sont domiciliés dans un petit appartement à Woodbridge, dans le New Jersey, soit 6 heures de route tout de même de l'endroit où a été retrouvé le corps de Bill. Mais c'est pas le seul point qui étonne dès le début de l'affaire, car on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi strictement personne, dans l'entourage proche de la victime, n'a jamais déclaré sa disparition. Bon, ses collègues de travail, ses voisins ou son boucher, ça passe encore. Quoique, vu les circonstances, le boucher est peut-être un suspect. Mais qu'en est-il de ses parents, de ses amis, de sa famille ? Et surtout de sa femme ? Rappelons qu'on parle de la disparition soudaine d'un père de famille, qui menait une vie active et qui était très loin d'être socialement isolé. Les policiers chargés de cette affaire qui s'annonce déjà complexe ont des tas de questions en tête. Seulement, il est encore bien trop tôt pour associer le nom d'un suspect à cet acte horrible. Pour le moment, il se contente de suivre la procédure en contactant Mélanie par téléphone. Lors de ce premier entretien, la veuve de 31 ans ne semble pas particulièrement choquée ou bouleversée. Au lieu de ça, elle livre spontanément une explication concernant les circonstances de la disparition de son mari aux policiers. Elle a bien conscience de passer pour l'épouse qui se fiche complètement de savoir ce qui est arrivé à son mari. Et la vérité, c'est que c'est un peu vrai.
Mélanie confirme bien aux policiers qu'elle n'a pas fait la moindre déclaration de disparition, quand bien même le père de ses enfants n'était pas rentré chez eux depuis plus d'1 mois. Elle n'a jamais eu de nouvelles, et surtout, elle ne désirait pas en avoir. Ça fait toujours plaisir. Et pour quelle raison elle agit comme ça ? Parce que Bill se serait montré physiquement violent avec elle le soir de sa disparition. Le cœur de la dispute concernait l'acquisition toute récente de la maison de leurs rêves. Une grande villa nichée au milieu d'un immense jardin au sein du comté de Warren, dans le New Jersey. Et quand je dis toute récente, le fait est qu'il venait de signer les papiers de la vente quelques heures plus tôt. L'appartement était devenu trop étroit pour les garçons, que le couple voulait voir grandir dans une belle et grande demeure. Mais ce qui ressemble à première vue au formidable projet d'une vie s'est transformé en cauchemar à cause de tensions et de désaccords qui ont fini par exploser. Le souci au départ, c'est que Bill veut absolument déménager dans l'État de Virginie, notamment pour se rapprocher de ses amis, John et Susan Rice, qui en sont originaires. De son côté, Mélanie n'envisage pas de quitter le New Jersey. Si elle change d'État, ça signifierait aussi démissionner de son poste d'infirmière à la clinique de fertilité où elle travaille avec passion depuis plusieurs années. Visiblement, elle finit par avoir gain de cause, puisque Bill et elle jettent leur dévolu sur une maison située à moins de 100 km de la clinique. Sauf que le ressentiment prend de plus en plus de place du côté du père de famille, qui remet de plus en plus souvent le sujet sur la table. Le soir du 28 avril, après avoir définitivement acté l'achat de la maison, la tension devient électrique. Mélanie raconte au policier que Bill va jusqu'à lui enfoncer un drap dans la gorge et la gifle violemment après l'avoir plaqué contre un mur. Toujours d'après elle, elle se réfugie alors dans la salle de bain avec son plus jeune fils, en verrouillant la porte, tandis que son mari hurle dans l'appartement en la menaçant de partir et de ne plus jamais revenir. Et elle, elle est pas contre l'idée, donc elle attend d'entendre la porte d'entrée claquer pour quitter la pièce où elle s'est réfugiée. Le père de famille s'évapore dans la nature, jusqu'à ce qu'on retrouve ses restes à 500 km de là, éparpillés dans plusieurs valises. Les dires de la jeune femme sont bien sûr à vérifier tant que possible. Mais en attendant, on comprend un peu mieux pourquoi elle n'a pas retourné ciel et terre à la recherche de son conjoint. Elle ajoute même que quelques jours après cette dispute, qui est définitivement celle de trop, elle prend contact avec un avocat spécialisé en divorce. C'est ce dernier qui lui conseille de ne pas signaler la disparition. Conseil qu'elle suit à la lettre. Elle dépose aussi une demande d'ordonnance restrictive à l'encontre de Bill, car cette fois-ci, elle a bien l'intention de tourner la page. D'autant que la violence dont elle dit avoir été victime ne serait pas le seul problème du couple. Le trentenaire serait accro au casino, dans lesquels il aurait l'habitude de flamber l'argent censé être utilisé pour régler les factures et élever les enfants. Son salaire de programmeur informatique, associé à celui de sa femme, leur garantissait un bon train de vie. Sauf qu'elle voyait les études de ces deux garçons partir en fumée, et tous leurs comptes fondre dans le rouge à chaque fois que son mari partait écumer les casinos d'Atlantic City. Et c'était plutôt régulier. D'ailleurs, le soir de leur fameuse dispute, elle suppose que c'est là-bas qu'il s'est rendu pour passer la nuit à liquider leurs finances. Alors, que s'est-il passé entre le moment où il a quitté l'appartement en furie et celui où on a retrouvé ses jambes dans une valise? Mélanie McGuire n'en a pas la moindre idée. Elle s'en fout royal, on dirait un moine dans un bordel, au point où elle ne pose pas la moindre question au sujet du corps de son défunt mari, de ce qu'il a bien pu lui arriver ou de la façon dont il a été tué. Elle a tout simplement plus envie d'entendre parler de lui ou de son cadavre. Les policiers sont un peu déroutés, mais ils peuvent aussi comprendre que cette femme qui se dit maltraitée soit tout simplement soulagée à l'idée de ne plus jamais voir son agresseur. Quoi qu'il en soit, ce seul entretien téléphonique ne suffit pas. Ils tiennent à l'entendre de nouveau en tant que témoin clé, afin de creuser quelques pistes. Pour ça, il leur faut en apprendre un maximum au sujet de Bill. Et qui d'autre que sa femme pour leur donner toutes ces informations? C'est une démarche administrative et factuelle, basée sur le volontariat. Autrement dit, ni Mélanie McGuire, ni personne d'autre d'ailleurs, n'est suspecté de quoi que ce soit. C'est même pas un interrogatoire officiel, mais plutôt une sorte d'entretien. Quelle n'est donc pas la surprise des enquêteurs lorsqu'ils voient la jeune femme arriver au poste de police entourée non pas d'un, mais de 2 avocats. Comme si elle avait à se défendre d'une accusation quelconque. Justement, ça leur donne le sentiment qu'elle a quelque chose à se reprocher. Ou alors, est-ce qu'elle a anticipé certaines questions un peu délicates ou des sujets susceptibles de la faire passer pour une suspecte? Il se pourrait que la réponse à cette question soit oui, car il y a une chose dont les enquêteurs ne sont pas encore informés et qui pourrait bien la placer dans une position
très inconfortable. Les valises, dans lesquelles on a retrouvé les restes de Bill, font partie d'un ensemble de bagages de différentes tailles qui appartenaient au couple. Et il en manque 3, celles dans lesquelles le tueur a placé les membres découpés du père de famille. Lorsqu'il lui montre machinalement les photos des valises pour savoir si elles lui rappellent quelque chose, l'infirmière acquiesce, comme elle l'avait prévu. À partir de cet instant, les choses vont en effet se corser pour elle. Malgré la présence de son duo d'avocats et le fait qu'elle vienne de reconnaître un élément plutôt incriminant, la veuve de Bill McGuire est loin de rester en retrait lors de son entretien. Elle participe activement à l'échange qui a lieu entre les policiers et elle, et leur fait même quelques suggestions, comme lorsqu'il s'agit de la voiture de son mari par exemple. Quand on lui confirme que cette dernière est introuvable, elle émet l'hypothèse que celle-ci puisse se trouver à Atlantic City. Donc elle leur conseille vivement d'aller chercher par là-bas. Elle insiste même lourdement. On peut se demander pour quelle raison la jeune femme a l'air de plus s'intéresser à cette voiture que les enquêteurs eux-mêmes. À moins que ce ne soit pour avoir la certitude qu'il est bien allé au casino après leur dispute, comme elle le pense. On le saura bientôt. En attendant, une perquisition est ordonnée dans l'appartement que partageaient les McGuire à Woodbridge. Le logement est quasiment désert, car le couple avait déjà vidé les lieux en vue de leur emménagement imminent dans leur nouvelle maison. On apprend quand même que la jeune femme s'est débarrassée de certaines affaires de son conjoint, qu'elle a vendues pour la plupart. Mais d'autres objets ont aussi été donnés à quelqu'un qu'elle connaissait par le biais d'une amie, et que les enquêteurs parviennent à retrouver. La personne en question confirme qu'elle est effectivement en possession d'affaires appartenant à Bill, que l'infirmière lui a fait parvenir dans de grands sacs en plastique noir. Exactement les mêmes sacs que ceux dans lesquels se trouvaient la tête, les jambes et le tronc de la victime. On en est déjà à 2 découvertes plutôt problématiques pour la jeune femme, qui se défend pourtant toujours d'avoir un lien quelconque avec l'exécution de son époux. Sauf que du côté de la police, on commence à tirer certaines conclusions. Ce qui est plutôt logique, parce que si un de vos proches disparaît subitement, et qu'on le retrouve en petits bouts un mois plus tard, emballé dans vos chiffons de cuisine et jeté dans 2 de vos 5 sacs de voyage, je vous préviens, vous risquez de paraître légèrement suspect. Allez voilà, petit tuyau gratuit pour les tueurs qui me regardent. D'ailleurs, il y a justement un autre élément matériel dont je ne vous ai pas parlé, et qui s'ajoute à la liste des preuves circonstancielles qui commence à pointer Melanie McGuire du doigt. Les restes de Bill étaient enveloppés dans des draps. Évidemment, pas n'importe lesquels. Des draps médicaux du type de ceux que l'on retrouve dans des établissements de santé comme les cliniques ou les hôpitaux. Ce genre de tissu est rarement fabriqué pour être vendu au public. Donc c'est un indice de première importance, parce qu'il signifie que le coupable a ou a eu accès à un environnement médical. En plus de ça, ils sont aussi marqués par la blanchisserie industrielle qui les traite et comportent les étiquettes typiques des circuits hospitaliers. Toutes ces informations permettent d'établir un traçage du linge pour savoir de quel endroit il provient. Et devinez d'où viennent les draps qui enveloppaient les restes de Bill ? De la clinique de fertilité où Mélanie est employée. Là, on peut plus vraiment parler de hasard. La veuve intègre officiellement la liste des suspects après cette nouvelle révélation. En fait, c'est pas très compliqué, puisqu'à ce stade, elle est la seule que ce faisceau d'indices relie au meurtre de Bill. Mais justement, qui dit meurtre, dit aussi arme du crime. Grâce à l'autopsie, on sait qu'on a affaire à une arme de petit calibre. Par contre, on ignore totalement dans quelle direction chercher pour la trouver. Donc la police se tourne logiquement vers les proches de la victime, afin de savoir si l'un d'entre eux en possède. Elle étudie aussi les relevés bancaires du couple, les tickets de caisse, ainsi que les historiques de déplacement. Or, le fait est que 2 jours avant la disparition de son mari, Mélanie s'est rendue dans l'état voisin de Pennsylvanie pour acheter une arme, dont le calibre correspond à celui que le médecin légiste a identifié grâce aux balles qui étaient encore logées dans la dépouille. Interrogée à ce sujet, la principale intéressée est bien forcée d'admettre les faits. Mais elle prétend que c'est à la demande de son époux qu'elle s'est procuré cette arme à feu, car celui-ci voulait avoir un moyen de défense à disposition une fois qu'ils auraient emménagé dans leur belle maison. Vous me direz, il aurait pu aller se l'acheter lui-même. Et c'est aussi le raisonnement des enquêteurs. Sauf que Bill possédait un casier judiciaire depuis une ancienne condamnation pour conduite dangereuse, ce qui lui interdisait de fait de se rendre dans une armurerie pour acquérir un tel objet. Il aurait donc missionné sa femme d'aller le faire pour lui. D'accord, mais pourquoi ne pas le faire dans le New Jersey ? Melanie McGuire n'a pas vraiment d'explication à apporter à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'au début des années 2000, l'État de Pennsylvanie appliquait une législation bien plus souple que le New Jersey en la matière. Grâce à ça,
elle a pu se procurer le revolver le jour même. 2 jours à peine avant le départ précipité de Bill, sa femme rentre donc chez eux en possession d'une arme à feu correspondant très probablement à celle utilisée pour commettre le meurtre, et qui a bien sûr mystérieusement disparu depuis. Bah oui, faudrait surtout pas faciliter la tâche des détectives. Bon, vous l'avez compris, à chaque fois que les enquêteurs découvrent quelque chose ou progressent d'une manière ou d'une autre dans cette affaire, un seul et unique nom revient systématiquement sur le devant de la scène. Celui de la veuve. Et comme elle était plus que motivée à l'idée de retrouver le véhicule de son défunt mari, la police aussi maintenant. Ils s'organisent donc une petite sortie à Atlantic City en suivant les premières recommandations de celle qui est devenue leur suspecte. Après pas mal d'efforts, ils retrouvent le véhicule stationné sur le parking d'un des nombreux hôtels de la ville. Une unité de police scientifique est immédiatement mandatée pour une inspection à la recherche de traces biologiques, de résidus de nettoyage ou tout autre élément qui pourrait mettre en évidence des incohérences dans le récit de l'infirmière. Sauf que la première chose qui leur saute aux yeux, c'est que l'habitacle est extrêmement propre. Un peu comme si quelqu'un avait nettoyé la voiture de fond en comble, juste avant de l'abandonner sur le parking. Malheureusement pour cette personne, il semblerait qu'elle ait oublié de vider la boîte à gants, qui contient encore 2 seringues ainsi qu'une bouteille de chlorhydrate de triazolam, un puissant sédatif. Les enquêteurs prennent contact avec toutes les pharmacies de la région pour tenter de retrouver la date et le lieu de la vente de ce flacon. Heureusement, c'est loin d'être un produit qu'on prescrit tous les 4 matins. Donc ils parviennent assez vite à retrouver où la bouteille a été achetée. C'est une pharmacie, située juste à côté de la garderie dans laquelle Melanie McGuire a inscrit ses enfants. Et surprise, la prescription est faite à son nom. Vous pensez qu'on peut pas faire plus incriminant ? Attendez la suite. La date inscrite sur le reçu indique que la mère de famille est venue récupérer le sédatif quelques heures seulement avant la disparition de son mari. Inutile de préciser qu'en tant qu'infirmière, elle connaissait le dosage, les effets et les risques de l'utilisation d'un tel produit. Bon, j'ai précisé quand même. À la lumière de ces nouveaux éléments, la police du New Jersey reprend l'affaire et obtient un mandat pour placer leur principal suspect sur écoute. L'étude de ces centaines d'heures de conversations téléphoniques ne permettent pas d'enregistrer des aveux. Par contre, elle permet de découvrir qu'elle est loin de l'image de la mère de famille irréprochable qu'elle cherche à se donner, car elle entretient une liaison extra-conjugale dans le plus grand des secrets. Enfin, elle pense encore que c'est un secret, puisqu'elle ignore à cet instant qu'il y a 10 inspecteurs de police qui sont en train de l'écouter roucouler avec son amant. Le pire, c'est que si on calcule bien, elle est restée fidèle à son mari que pendant 2 ans. Et oui, Bill et elle se sont dit oui 5 ans auparavant, et sa liaison dure depuis déjà 3 longues années. En réalité, elle a débuté lorsqu'elle était sur le point d'accoucher de leur second enfant. Un mariage qui bat sérieusement de l'aile, de possibles problèmes d'argent, et une relation secrète avec un amant sulfureux. Ça commence à ressembler à un mobile, non ? Et si on rassemble les preuves qui commencent à s'accumuler contre la veuve, c'est-à-dire l'achat de l'arme 2 jours avant la disparition, l'achat du sédatif le matin même, et le fait que les valises, les sacs plastiques et les draps étaient les siens, on comprend qu'elle avait la motivation, le temps et les moyens de préparer cet assassinat. Mais il reste encore une inconnue dans l'équation. L'identité de l'amant. Je vous rassure, avec les écoutes téléphoniques, ça va pas rester un mystère très longtemps. Il se nomme Brad Miller. Lui aussi est marié et père de famille, et il est médecin dans la même clinique que sa maîtresse. Au départ, il ne s'agissait que de flirts ponctuels. Mais après son retour de congé maternité, la relation a pris une tournure bien plus sérieuse et s'est installée dans le temps. Dans ce cas, on peut légitimement se demander pourquoi Melanie McGuire a continué à faire des projets d'avenir avec son mari, allant même jusqu'à investir dans l'achat d'une maison. Il se pourrait qu'elle ait fait ce choix afin de préserver une partie de leur patrimoine financier. Ce bien immobilier, c'est autant d'argent que Bill ne pouvait pas aller gaspiller au casino. Et donc, en quelque sorte, l'assurance qu'elle ne se retrouverait pas sans rien en cas de séparation. Mais si l'on en croit un échange de messages entre l'infirmière et son amant, même lui ne comprend pas ce choix. Le jour de la vente, furieux, il lui envoie plusieurs SMS pour lui dire qu'elle ferait mieux de quitter son mari une bonne fois pour toutes, au lieu de s'engager avec lui dans le projet de toute une vie. Évidemment, Brad Miller devient tout aussi suspect que Melanie McGuire dès lors que leur liaison est mise au jour. Bah oui, lui aussi avait une bonne raison de vouloir se débarrasser de ce rival qui représentait un obstacle à leur relation. D'ailleurs, il poussait la mère de famille à divorcer, afin de pouvoir enfin vivre son histoire d'amour avec elle, et sans pour autant songer à quitter sa propre femme de son côté. Y a des gens pas égoïstes dans cette vidéo. Et pourtant ça, c'est rien à côté du fait que c'est lui,
le docteur Miller, qui a apposé sa signature sur l'ordonnance que la suspecte a utilisée pour se procurer le sédatif retrouvé dans la voiture à Atlantic City. Le praticien nie toute implication dans ce drame. Au contraire, il soutient qu'il n'a jamais rédigé un tel document et que c'est sa maîtresse qui l'aurait falsifié en imitant sa signature. Les policiers s'intéressent à lui d'un peu plus près pendant un certain temps, mais ils finissent par croire sa version des faits, parce qu'aucune preuve matérielle ni circonstancielle ne le relie directement au meurtre. Donc l'enquête se reconcentre totalement sur la veuve. C'est à cet instant qu'un autre fait intéressant fait son apparition. D'après ses relevés de péage, elle aurait effectué plusieurs allers-retours à Atlantic City, la ville où, d'après elle, son défunt mari se rendait pour jouer au casino. Le premier a eu lieu le soir de la fameuse dispute. Puis elle y est retournée du 1er au 2 mai, et une troisième fois, le 18 mai. Pour être plus clair, elle y est allée le jour même de la disparition de Bill, puis 4 jours avant que ses restes ne soient découverts. Et enfin, une semaine après qu'il soit formellement identifié, et que la police ait pris contact avec elle. Pour quelle raison ? On sait pas. Lorsqu'on lui pose la question, elle dément, en affirmant que les frais de péage en question sont dus à une simple erreur. Elle va même jusqu'à essayer à plusieurs reprises de faire supprimer ses relevés de péage sans y parvenir. Par contre, ce qu'elle arrive très bien à faire, c'est attirer encore un peu plus l'attention des enquêteurs. Mélanie Maguire finit par se défendre en déclarant que si elle se rend là-bas le soir de la dispute, c'est parce qu'elle est en colère et qu'elle a juste envie de jouer un mauvais coup à son conjoint pour se venger de ce qu'il vient de se passer. Elle se dit que ce serait très marrant de le retrouver et de déplacer discrètement sa voiture pour la cacher quelque part en ville, histoire qu'il se retrouve à pied en sortant du casino. Non seulement c'est un peu contradictoire avec les premières déclarations selon lesquelles elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui, mais en plus, ça voudrait dire qu'elle serait tombée par le plus fou des hasards sur la voiture de Bill dans une ville de 40 000 habitants, et qui compte une bonne dizaine de casinos différents. Peut-être qu'elle aussi était cocu. Pourtant, elle affirme que c'est bien comme ça que ça se passe. Elle tombe directement sur le bon établissement, au bon endroit, et utilise son double des clés pour déplacer le véhicule de Bill, jusqu'au parking de l'hôtel où la police le retrouvera des semaines plus tard. Donc le fait que la voiture n'ait pas bougé de place depuis, ça veut aussi et surtout dire que soit l'homme de 39 ans n'est jamais reparti d'Atlantic City, soit qu'il ne s'y est jamais vraiment rendu. Toute cette histoire pourrait tout aussi bien être une mise en scène, destinée à corroborer les propos de la suspecte selon lesquels elle soupçonnait son époux d'être parti flamber tout son argent au jeu après leur violente altercation. Après avoir retrouvé sa voiture abandonnée là-bas, un point sur lequel, je rappelle, elle a lourdement insisté, la suite logique pour les enquêteurs aurait été de croire que c'est à Atlantic City que le père de famille aurait fait une rencontre fatale. C'est d'ailleurs sur cette idée que l'infirmière insiste. Elle est persuadée que son compagnon devait une grosse somme d'argent à la mafia à cause de son addiction, et que c'est cet organisme criminel qui aurait fini par le faire exécuter en guise de représailles. Cette piste est bien explorée, car quelques aspects du meurtre peuvent effectivement faire penser au crime organisé. Sauf qu'après enquête, on comprend que Bill n'avait pas le moindre contact avec ce genre de personnes, et n'avait contracté aucune dette de jeu conséquente, ni fait d'emprunts illégaux. Cette hypothèse est donc définitivement écartée comme toutes les autres. En fait, les enquêteurs sont même convaincus à 99% que la mère de famille s'est débarrassée de son mari, parce que le contrôle de la situation commençait à lui échapper, à la fois sur le plan financier et sentimental. Ils pensent qu'après avoir commis le meurtre, elle a pris le volant de la voiture de son mari et a conduit jusqu'à Atlantic City, pour l'y abandonner et crédibiliser sa version des faits. De là, elle aurait pu rentrer en train ou même en taxi. Sauf qu'on sait maintenant avec certitude que le véhicule de Bill n'était pas le seul en ville ce soir-là. Le sien s'y trouvait aussi. Dans ce cas, une seule question se pose. Qui conduisait le deuxième véhicule ? Si ce n'est un complice. Les images de vidéosurveillance du parking de l'hôtel où était garée la voiture de la victime auraient pu répondre à cette question. Mais malheureusement, elles sont trop floues pour qu'on puisse distinguer quoi que ce soit. En tout cas, voilà de quoi nourrir un peu plus l'énorme faisceau d'indices qui désigne tous Mélanie Maguire, tout en mettant en relief ses contradictions et ses comportements plus que suspects. Pourtant, si vous l'avez déjà condamné dans votre esprit, vous devriez peut-être patienter encore un peu. En plus de ses trajets à Atlantic City, les relevés de péage révèlent aussi que la jeune femme s'est rendue dans l'état du Delaware 5 jours après la disparition de son conjoint. Le Delaware, c'est une région très connectée par des ponts, des routes et des zones côtières.
Et c'est surtout l'itinéraire qui relie le New Jersey à Chesapeake Bay, l'endroit même où le groupe de pêcheurs a retrouvé les jambes de Bill fraîchement découpées. Mais le plus parlant reste sans doute la comparaison des dates. Parce que, si l'on en croit les relevés de péage, l'infirmière a effectué ce fameux voyage dans le Delaware le 4 mai. Or, c'est le lendemain, soit le 5 mai, que la première valise est découverte flottant sur l'eau. Coïncidence ? Honnêtement, ça devient de plus en plus difficile à croire. Pourtant, le fait est que malgré cette montagne d'indices, on ne trouve pas la moindre preuve directe ou matérielle qui désignerait formellement Melanie McGuire comme coupable. Aux yeux de la justice, l'accusation ne repose pour ainsi dire sur rien. Malgré ça, quasiment un an après le meurtre de Bill, le 23 avril 2005, la police du New Jersey arrête la suspecte à son domicile, sur la base d'une très forte suspicion de meurtre prémédité. Ils estiment avoir réuni suffisamment d'indices concordants pour la présenter devant un jury. Sauf que le dossier est fragile, et à première vue, rien n'est joué que ce soit pour la défense ou l'accusation. D'ailleurs, chacune prépare leur axe de bataille avant l'ouverture du procès en avril 2006. Mais de nouveaux rebondissements vont faire leur apparition pendant le procès, et largement avantager l'une des parties. Tout d'abord, de nouveaux prélèvements effectués sur le sol de la voiture de Bill ont permis de retrouver de minuscules morceaux de chair humaine, des fragments biologiques que l'analyse ADN attribue sans le moindre doute à la victime. Cette révélation lors du procès fait l'effet d'une bombe, car elle laisse supposer que le corps découpé du père de famille a peut-être été transporté dans son véhicule, ou tout du moins que le meurtrier s'est retrouvé avec ces bouts de chair microscopiques sous les chaussures et en a déposé sur le sol de la voiture en montant à l'intérieur. Par contre, les experts sont clairs. Le cadavre n'a pas été démembré à l'intérieur de la voiture, car dans ce cas, on aurait dû retrouver une énorme quantité de sang, ce qui n'est pas le cas. Autre révélation qui n'est faite que lors du procès, même si elle est un peu moins fracassante. Melanie McGuire a séjourné avec ses enfants dans un hôtel proche de son domicile les jours suivant la disparition de son conjoint. Pourquoi ne pas plutôt rester chez elle alors que celui dont elle voulait s'éloigner venait justement de claquer la porte ? L'accusation pense que c'est parfaitement cohérent avec l'hypothèse qu'ils exposent devant la cour. Selon ses avocats, elle aurait drogué son mari en versant du sédatif dans un plat ou une boisson. Puis, une fois endormie, elle aurait utilisé un coussin en guise de silencieux et aurait tiré 3 balles à bout portant sur Bill, dont une dans sa tête. Ensuite, elle aurait loué une chambre d'hôtel le temps de procéder au démembrement du cadavre resté à l'appartement. Non seulement pour s'épargner cette cohabitation pas vraiment plaisante, mais aussi pour éviter que ces 2 garçons ne soient témoins de quoi que ce soit. Pendant que ses fils étaient à l'école la journée, elle faisait régulièrement des allers-retours chez elle, munie d'une scie et d'un couteau, et avançait dans sa tâche macabre. Est-ce qu'elle a utilisé une bâche ou autre chose pour que la police ne retrouve jamais aucune trace de sang dans le logement ? On ne peut faire que des suppositions, car tout comme l'arme du crime d'ailleurs, aucun objet de ce genre n'a jamais été retrouvé. Pour finir, elle a placé les restes de Bill dans plusieurs valises avant de se rendre à Chesapeake Bay pour les jeter à l'eau. Melanie McGuire dément farouchement cette théorie. Elle se dit bien trop intelligente pour avoir laissé des indices si compromettants derrière elle. Pourtant, il semblerait que quelqu'un de pas très malin ait justement fait des recherches très suspectes sur l'ordinateur familial, telles que celle-ci. Quels sont les poisons indétectables ? Comment acheter une arme illégalement ? Ou encore plus simplement, comment commettre un meurtre. Bien qu'on ne puisse pas prouver qui de Bill ou de Melanie a fait ces recherches, ce nouvel élément crucial fait définitivement pencher la balance de la justice. Et elle ne croit pas dans la version du règlement de compte mafieux avancée par la défense. Le 2 juin 2007, Melanie McGuire est ainsi condamnée à passer le reste de ses jours derrière les barreaux pour le meurtre prémédité de son mari. Le docteur Brad Miller, toujours très coopératif, a témoigné lors de ce procès en détaillant la nature de sa relation avec l'infirmière et en réitérant son innocence. Il a également nié avoir eu connaissance de l'achat de l'arme à feu. Et bien que l'accusation ait affirmé croire dur comme fer à l'intervention d'un complice, la police n'a jamais cru dans l'implication de Brad Miller, qui a été innocenté une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui encore, beaucoup de controverses entourent cette affaire complexe, notamment au sujet de la culpabilité de l'amant, qui a peut-être été écarté un peu trop vite de l'enquête, mais aussi concernant Melanie McGuire, qui peut compter sur un certain nombre de défenseurs. Car si une majorité de la population pense qu'elle est exactement là où elle doit être, une autre partie dénonce de sérieux manquements dans l'enquête. Par exemple, des poils d'animaux auraient été retrouvés sur les restes de Bill, ainsi que dans les valises. Or, les McGuire n'ont jamais eu d'animaux de compagnie et n'en côtoyaient pas.
Ces procédures d'appel n'ayant jamais abouti, Melanie McGuire ne pourra espérer demander une libération conditionnelle avant d'avoir atteint l'âge de 100 ans. Va falloir manger bio. D'ailleurs, c'est pas la première affaire où il y a des doutes sur ce qui s'est réellement passé. Un très bon exemple, c'est l'affaire Susan Wright, que je vous avais racontée. C'était la folie. Si vous l'avez vue, vous devez comprendre de quoi je parle. On est arrivé au bout de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très vite. Bye.